juin 2025, l'Afrique raccourcit brutalement le chemin de son argent. 19 pays promettent d'effacer près de 30% de frais et de transformer 5 jours d'attente en quelques secondes, sans fanfare ni slogan. Que signifie, pour ceux qui regardent Agir Ibrahim Traoré, la possibilité de déplacer une valeur sans demander l'aval d'un centre extérieur? Peut-être le début discret d'une finance qui change d'orbite. La promesse de cette séquence est simple: comprendre pourquoi un ajustement technique presque invisible peut modifier durablement les rapports de pouvoir économique. Pour le spectateur, l'enjeu tient en 10 mots: voir ce qui change concrètement maintenant. Il ne s'agit ni d'un manifeste politique, ni d'un débat idéologique, mais d'un mécanisme mesurable qui agit sur trois leviers: le coût, le temps et la souveraineté opérationnelle. Pendant des décennies, les paiements transfrontaliers africains ont suivi une architecture héritée: conversion en dollars, transit par des serveurs extérieurs, taxation implicite, puis retour vers le continent. Cette routine paraissait neutre, mais elle installait une visibilité permanente et une dépendance devenue presque automatique. La pandémie puis la guerre en Ukraine ont rendu ce modèle plus fragile. Volatilité accrue, délai amplifié, marge grignotée par l'attente. Et si ce circuit se fissure, qui gagne réellement la première seconde libérée? En 2025, 19 pays africains réduisent silencieusement les coûts de transaction d'environ 30%. 5 jours d'attente deviennent quelques secondes sur des corridors testés, sans passer par des corridors financiers extérieurs. Cette bascule surprend parce qu'elle ne naît pas d'un sommet politique, mais d'un enchaînement de constats techniques répétés, là où l'on compare délais, frais et dépendances devenus trop visibles. À ce stade, un fait s'impose: la performance précède le récit. Le contexte remonte loin. Pendant près de 8 décennies, un paiement transfrontalier africain suivait souvent un trajet indirect: conversion en dollars, transit par des serveurs étrangers, accumulation de commissions, puis retour vers le continent. Ce circuit n'était pas un accident, mais une architecture héritée de l'après-guerre, si stable qu'elle semblait naturelle. Or, cette naturalité avait un coût: une visibilité extérieure permanente sur des échanges parfois très simples et une dépendance logistique qui restait la plupart du temps hors champ du débat public. Qui décide quand la route du paiement décide déjà? La pandémie, puis la guerre en Ukraine ont exposé la fragilité opérationnelle du modèle. Volatilité accrue, délais amplifiés, trésorerie immobilisée, marge érodée par l'attente. L'urgence n'était plus théorique. Elle devenait une contrainte quotidienne, transaction après transaction. Dans ce contexte, l'idée d'un réseau de paiement panafricain prend une forme pratique: conserver les flux monétaires sur le continent, localiser les conversions et confier l'intermédiation complète aux banques centrales. La souveraineté cesse d'être un mot. Elle devient une suite d'opérations vérifiables. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, l'intérêt n'est pas l'isolement financier, mais la fin d'une dépendance silencieuse devenue routinière. Le signal le plus fort ne vient pas d'une déclaration, mais d'une répétition. Quand une compensation se valide sans détour extérieur, l'équilibre commence à bouger. Reste une question suspendue: jusqu'où une infrastructure fonctionnelle peut-elle élargir le champ des possibles? Dans les premières semaines du déploiement, les figures décisives ne sont pas les chefs d'État, mais les opérateurs techniques chargés de faire tenir le système. À Abuja, un responsable de passerelle voit pour la première fois une compensation régionale validée sans quitter le continent. Pour lui, ce succès n'a rien d'un symbole. C'est un test sous contrainte réelle, passé sans incident majeur. La preuve ne se prononce pas, elle s'enregistre. Sur le corridor Lagos-Accra, une petite coopérative commerciale constate un changement immédiat. Là où un règlement immobilisait la trésorerie pendant plusieurs jours, la confirmation arrive désormais en quelques secondes.
Ce gain de temps modifie la gestion quotidienne plus sûrement qu'une réforme fiscale annoncée. Les stocks tournent plus vite, le risque diminue, la marge cesse de s'éroder dans l'attente. Le progrès, ici, ressemble à un détail logistique, mais il agit comme une bascule sur la routine. Ces micro-cas révèlent une dynamique de réseau. Une infrastructure transforme d'abord la périphérie avant de toucher le centre. Chaque transaction réussie renforce un système encore jeune, dont la solidité dépend moins des discours que de la répétition des confirmations. Les banques centrales, prudentes, observent les flux, scrutent la synchronisation des couches techniques et mesurent la crédibilité non par promesse, mais par continuité. Dans cette phase initiale, et en île, la rapidité n'est pas l'argument principal. L'enjeu est le contrôle du cycle complet du paiement, de l'émission à la compensation finale. Lorsque ce contrôle devient local, même un acteur modeste perçoit un équilibre nouveau, moins exposé aux routes financières extérieures. En clair, libérer le paiement, c'est libérer la décision. Le déclenchement ne vient pas d'un sommet politique, il vient d'une série de constats techniques répétés. Avant 2025, chaque paiement transfrontalier africain suivait souvent une route indirecte. Conversion en dollars, transit par New York ou Londres, intermédiaires multiples, frais empilés, délais étirés, puis retour vers le continent. Ce circuit semblait normal, il était surtout hérité, et il devenait avec le temps un coût structurel. Puis l'environnement change. La pandémie fragilise les chaînes d'approvisionnement. La guerre en Ukraine amplifie la volatilité. Les marges deviennent plus fines. Les délais deviennent plus lourds. Les acteurs n'ont plus le luxe d'attendre. Les banques centrales, elles, n'ont plus le luxe d'ignorer. Les comparaisons se multiplient, les tables de coups gras s'ouvrent, les scénarios sont testés, les dépendances apparaissent avec une netteté nouvelle. La question, autrefois théorique, s'impose. Et si le commerce régional pouvait se régler sans passage obligé par un centre extérieur? Les réunions techniques s'accélèrent. Abuja, Accra, Lagos, Le Caire, les équipes dissèquent les délais, recalculent les frais, mesurent les écarts. La discussion quitte le terrain des principes. Elle entre dans le terrain des paramètres, là où l'on parle de protocole, de compensation, de continuité de service, de registre, d'interopérabilité, de couches techniques qui doivent s'aligner, sans bruit mais sans faille. Le point culminant survient le 27 juin 2025 à Abuja. 19 pays signent l'architecture qui modifie la trajectoire financière du continent. La scène reste sobre. Peu de symboles, peu de dramaturgie, puis des applaudissements éclatent, faits rares dans une conférence de paiement. Ceux qui comprennent savent pourquoi. Il ne s'agit pas d'une optimisation marginale, mais d'un outil capable de réduire une dépendance construite sur près de 80 ans. Même à distance, des dirigeants comme Ibrahim Traoré lisent dans ce moment un jalon structurel. Non pas une rupture spectaculaire, un basculement praticable. Les plics suivent vite. Moins de 5 jours après la signature, les premiers paiements tests sont compensés en quelques secondes. Des banques au Ghana, au Kenya, au Sénégal et en Égypte s'alignent sur le protocole. Les frais chutent, la vitesse cesse d'être un privilège, elle devient un standard possible. Et surtout, la trésorerie cesse d'être capturée par l'attente. Le changement ici n'est pas une déclaration, c'est une confirmation affichée sur un écran. L'expansion continue. En octobre 2025, à Nairobi, une plateforme complémentaire rejoint l'ensemble. Un pilote entre le Malawi et la Zambie confirme qu'une transaction transfrontalière peut être réglée instantanément pour des coûts nettement inférieurs aux standards passés. Deux réseaux commencent à s'emboîter. Une colonne vertébrale financière prend forme. Non par décret, par interopérabilité.
Les gouvernements réagissent à leur tour. Le Kenya injecte des fonds dans sa banque de commerce et de développement. Le Ghana et le Nigeria érigent la compensation en monnaie nationale en priorité politique. Les petites et moyennes entreprises découvrent une porte d'entrée vers le commerce régional sans coût prohibitif. La diffusion n'est pas uniforme, elle est cumulative. Chaque corridor stabilisé en appelle un autre. Le signal traverse enfin les capitales occidentales. Washington observe avec hésitation. Paris exprime une inquiétude mesurée. Les analystes évoquent une fragmentation financière. Les architectes africains répondent par les faits. Ni slogan, ni fanfare, seulement des serveurs, des registres et du code. Pour des figures comme Ibrahim Traoré, la force de la séquence est là. La souveraineté ne se proclame pas, elle se valide. Transaction après transaction. Avant 2026, pendant 2025, un paiement régional africain pouvait coûter jusqu'à 30%. Après la bascule, certains corridors passent sous les 3%. Cette différence résume le passage d'une architecture héritée à une mécanique recalibrée. Ce n'est pas une optimisation marginale, c'est un changement d'échelle qui agit directement sur la marge opérationnelle, la liquidité et la prévisibilité. Pour comprendre la portée réelle, il faut regarder trois mesures simples, puis observer ce qu'elles entraînent dans la chaîne de décision. Commençons par le coût de transaction. Dans l'ancien modèle, un règlement cumulait commissions, conversions et frais d'intermédiation externe, souvent invisibles lorsqu'on les regarde séparément, mais massifs lorsqu'on les additionne. La compensation locale réduit progressivement ces couches parce que la valeur ne quitte plus le continent à chaque étape du cycle. La baisse n'est pas identique partout, mais elle devient visible là où les volumes le sont réguliers et où la répétition stabilise le protocole. La marge revient localement au lieu d'être dispersée ailleurs. Puis vient le temps de règlement. 5 jours ouvrables constituaient une attente standard pour sécuriser un paiement transfrontalier et pour absorber les frictions du circuit indirect. Lorsque la confirmation intervient vraiment quelques secondes sur les corridors testés, ce n'est pas seulement une accélération, c'est une suppression de l'incertitude temporelle. Moins d'attente signifie moins d'exposition aux variations de devises, moins de trésorerie immobilisée et moins de décisions prises par précaution plutôt que par calcul. Une entreprise peut commander plus vite, livrer plus vite et surtout arbitrer ses stocks sans payer une pénalité invisible liée au temps perdu. Le risque diminue quand le temps n'engloutit plus la trésorerie. Enfin, il faut considérer l'économie annuelle potentielle. Les estimations convergent vers environ 5 milliards de dollars économisés par an, ce qui donne un ordre de grandeur utile. Des marges récupérées localement remplacent des frais captés par des intermédiaires étrangers. Ce montant agrégé n'est pas une abstraction. Il correspond à des ressources qui peuvent être réinjectées dans l'investissement, dans la résilience des petites structures et dans la capacité des banques centrales à absorber des chocs. Le chiffre sert aussi de repère stratégique, parce qu'il transforme une discussion de principe en une discussion de rendement. Que gagne-t-on concrètement si le cycle reste interne? Des ressources restent disponibles pour investir au lieu de s'évaporer. Prises ensemble, ces trois mesures dessinent une dynamique de réseau. Plus les coûts baissent et plus les délais se contractent, plus l'adoption progresse et plus la répétition renforce la confiance. Les rapports des banques impliquées signalent une hausse graduelle des volumes mensuels, ce qui importe davantage que l'effet d'annonce. Un réseau n'existe pas par intention, il existe par usage. À mesure que les corridors se stabilisent, la conversion locale réduit la volatilité perçue, ce qui rend le système plus attractif pour les acteurs prudents. Au-delà des chiffres, une métrique implicite apparaît, la souveraineté des données. Les enregistrements,
restent sur des serveurs africains, ce qui modifie le rapport entre visibilité et contrôle. Cette maîtrise réduit l'exposition aux règles d'autres juridictions et améliore la capacité des autorités monétaires à lire directement leurs propres flux. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, l'intérêt de ces preuves tient à leur sobriété. Elles ne promettent pas un monde idéal, elles démontrent un fonctionnement réel. À ce stade, la question n'est plus est-ce possible, mais qu'est-ce que cela déplace exactement dans la chaîne de décision? Un premier argument critique, formulé sans caricature, insiste sur la fragilité structurelle. Un réseau de paiement, aussi élégant soit-il, dépend d'une continuité matérielle. Électricité, connectivité, maintenance, cybersécurité. Or, les sceptiques rappellent que ces conditions ne sont pas homogènes sur le continent. Certaines zones connaissent des interruptions de service, des écarts de capacité technique et des maturités institutionnelles inégales. Dans cette lecture, un incident local, panne prolongée, vulnérabilité exploitée, défaillance de passerelle pourrait ralentir l'ensemble, non parce que l'idée serait mauvaise, mais parce que la chaîne est aussi forte que son maillon le plus fragile. La promesse d'instantanéité deviendrait alors une source de déception, et la confiance, si cruciale, pourrait s'éroder. Un second argument critique se situe sur le terrain géopolitique. Des observateurs occidentaux estiment qu'une réduction de la visibilité financière affaiblit certains mécanismes de régulation globale. À Washington, des responsables évoquent un risque de fragmentation des flux. À Paris, d'autres y lisent un recul d'influence historique dans des zones longtemps structurées par des corridors hérités. Cette méfiance nourrit l'hypothèse de pressions indirectes, restrictions, normes, incitations ou obstacles techniques visant à ralentir la montée en charge. Le système, jeune, pourrait être testé non seulement par ses propres limites, mais par un environnement international moins coopératif. Ces objections méritent d'être prises au sérieux, précisément parce qu'elles pointent des vulnérabilités réelles. Ignorer ces limites reviendrait à surestimer la portée immédiate du basculement. Pourtant, la réponse la plus solide se trouve dans les performances déjà observées. La source décrit un fait. Des transactions autrefois bloquées 5 jours sont compensées en quelques secondes sans recourir à une banque extérieure. Elle rappelle aussi que des coûts proches de 20 à 30 sont ramenés sous la barre des 3 sur plusieurs corridors testés et que les données restent sur des serveurs africains. Ces résultats ne suppriment pas les risques, mais ils établissent une base de confiance mesurable. Il montre qu'un cadre opérationnel peut fonctionner avant d'être pleinement stabilisé. Chaque transaction validée ajoute une couche de crédibilité qui réduit la force des pressions théoriques. La résilience ne se décrète pas, elle se construit par répétition. Le débat se déplace alors. Non plus, peut-on le faire? Mais comment renforcer progressivement l'infrastructure sans perdre la cohérence de la promesse? Le centre de gravité a déjà bougé. Jusqu'ici, la question portait sur la faisabilité technique et sur la réduction des coûts. Désormais, l'enjeu devient structurel. Un système qui fonctionne en conditions réelles commence à redéfinir les comportements. Les discussions ne se concentrent plus sur le peut-on, mais sur le jusqu'où. Dans les cercles techniques et institutionnels, le ton change. Les ingénieurs ne testent plus des hypothèses, ils ajustent des paramètres. Les banques centrales ne se demandent plus si la compensation locale est viable, mais comment en absorber la montée en charge. Les entreprises cessent de comparer et commencent à intégrer ces règlements dans leurs routines quotidiennes. C'est ici que la portée politique devient visible sans déclaration officielle. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, la démonstration est décisive. Une autonomie partielle n'est plus un projet mais un état fonctionnel. Elle n'abolit pas les contraintes extérieures, mais elle réduit leur caractère automatique. Le pouvoir ne disparaît pas ailleurs. Il se redistribue.
Cette révélation intermédiaire modifie la trajectoire. Le débat ne se limite plus à une réforme financière. Il touche à la capacité d'un continent à déplacer, même légèrement, les règles du jeu établies. À partir de là, chaque transaction n'est plus seulement un échange économique, mais un signal accumulé. Pour les États et les institutions publiques, l'effet le plus immédiat concerne la visibilité monétaire et la capacité de pilotage. Lorsque les banques centrales accèdent à des flux en temps réel sans dépendre de serveurs extérieurs, elles gagnent une lecture plus directe de leurs propres mouvements de valeur. La souveraineté cesse d'être déclarative. Elle devient mesurable, transaction après transaction. La réduction des frictions administratives renforce la cohérence des politiques régionales car une part plus significative de la valeur n'est plus absorbée par des frais externes. À l'échelle budgétaire, la différence se lit moins dans un slogan que dans une routine. Planifier avec des règlements plus rapides et plus prévisibles change la manière de gérer l'attente. Pour les entreprises, le changement commence par le temps, puis se transforme en stratégie. Un capital auparavant immobilisé pendant plusieurs jours circule désormais presque instantanément sur des corridors testés. Cette fluidité réduit l'exposition aux variations de devises et améliore la gestion de trésorerie. Les petites et moyennes entreprises, longtemps dissuadées par des coûts supérieurs à 20%, découvrent un accès au commerce transfrontalier avec des frais parfois inférieurs à 3%. La compétitivité se déplace. Il devient moins décisif de supporter le délai et plus décisif de produire, livrer et renouveler le stock sans pénalité temporelle. En pratique, des chaînes d'approvisionnement intra-africaines deviennent viables là où elles étaient jugées trop risquées. Pour les citoyens, les coopératives et les réseaux locaux, les effets sont plus discrets mais structurants. Quand une confirmation arrive en quelques secondes au lieu de plusieurs jours, l'incertitude quotidienne diminue. Moins d'attentes signifie moins de décisions prises sous contrainte et plus de capacité à organiser des achats, des ventes ou des paiements récurrents sans craindre un trou de trésorerie. Dans le micro-cas évoqué sur le corridor Lago-Sacra, la valeur cesse de s'éroder dans l'attente. Le gain n'est pas spectaculaire, il est répétitif. Chaque transaction réussie agit comme un micro-signal de confiance, et cette accumulation renforce des circuits économiques de proximité. Sur le plan régional et géopolitique, les conséquences dépassent le continent sans prendre la forme d'une confrontation frontale. Washington perçoit une réduction progressive de sa visibilité financière sur certains flux africains. Paris observe un recul d'influence historique dans des zones longtemps structurées par des corridors hérités. Dans le Sud global, plusieurs gouvernements analysent ce modèle comme une alternative crédible à une dépendance automatique au dollar. Le mouvement ressemble moins à une rupture qu'à un rééquilibrage durable, produit par l'infrastructure plutôt que par la rhétorique. À l'intersection de ces quatre effets, une ligne directrice apparaît. Contrôler le paiement, c'est commencer à contrôler la décision. Pour des figures comme Ibrahim Traoré, cette conséquence n'est pas une théorie. Elle s'observe dans la manière dont les marges, le temps et la donnée cessent d'être capturés par des routes extérieures. Le court et moyen terme ne suivent pas une seule trajectoire. La source décrit une dynamique jeune déjà fonctionnelle mais encore sensible à la continuité technique, à la montée en charge et à l'environnement politique. Trois scénarios permettent d'éclairer les possibles sans les figer, en restant fidèles à ce qui est observable: volume, régularité, fiabilité et capacité à absorber des chocs. Dans un scénario de base, la consolidation est progressive. Si les banques centrales maintiennent la synchronisation des couches techniques, alors les flux transfrontaliers restent stables et prévisibles.
Si les entreprises adoptent progressivement les règlements locaux pour leurs opérations récurrentes, alors les volumes mensuels augmentent sans à-coups. Dans cette configuration, la baisse des coûts se prolonge de manière graduelle, la confiance s'installe par répétition et l'infrastructure devient une norme de fait. Le changement demeure discret mais cumulatif. Il se lit dans la routine plutôt que dans l'annonce. Dans un scénario optimiste, l'accélération s'accompagne d'une intégration régionale. Si de nouveaux pays rejoignent rapidement le réseau et si l'interopérabilité entre plateformes s'approfondit, alors la densité des flux peut franchir un seuil critique. Dans ce cas, des chaînes d'approvisionnement intra-africaines se structurent plus vite que prévu, car les règlements quasi instantanés réduisent la pénalité du temps. La liquidité locale s'améliore sensiblement et les entreprises ajustent leurs pratiques autour d'une prévisibilité nouvelle. L'infrastructure devient une colonne vertébrale de l'intégration économique régionale, avec des effets visibles sur l'investissement et la compétitivité. Dans un scénario plus contraint, pression et fragilité se combinent. Si des interruptions techniques prolongées surviennent sur certains corridors, alors la montée en charge peut ralentir et la confiance s'éroder temporairement. Si des tensions géopolitiques s'intensifient, alors des pressions indirectes peuvent apparaître, visant à préserver des dépendances existantes. Ce scénario n'implique pas un échec définitif, mais une trajectoire irrégulière. Ajustement, pause, puis relance, selon la capacité à sécuriser la continuité de service. Une recommandation de méthode s'impose. Observer les usages réels plutôt que les annonces. Si la régularité, la fiabilité et les volumes progressent, alors l'autonomie se consolide. Si ces indicateurs stagnent, alors des corrections deviennent nécessaires, sans extrapolation hâtive. Pour un observateur extérieur, cette transformation peut sembler technique, donc distante. Pourtant, elle change quelque chose de très concret: la manière dont on mesure la stabilité, dont on anticipe les risques et dont on comprend la dépendance. Trois publics décrits implicitement par la source ressentent ces effets de façon différente, et chacun peut en tirer une méthode simple pour ne pas se laisser enfermer par le récit. D'abord, il y a ceux qui surveillent la stabilité économique. Analystes, chercheurs, institutions regardent moins les intentions que la répétition des confirmations. Pour eux, la nouveauté tient à l'accès à des flux plus réguliers et plus rapides, sans dépendre uniquement de données filtrées par des intermédiaires extérieurs. Un conseil concret: suivre la continuité de service et l'évolution des volumes mensuels plutôt que les déclarations politiques. La stabilité se lit dans la répétition, pas dans l'annonce. Ensuite, il y a ceux qui font circuler l'argent au quotidien. Entrepreneurs, commerçants, coopératives vivent l'impact dans la gestion du temps et du risque. Un paiement confirmé en quelques secondes libère une marge de manœuvre immédiate. Des coûts réduits permettent de réinvestir, même modestement, au lieu de compenser une attente. Un conseil concret: tester progressivement les corridors les plus fiables avant d'élargir l'usage, afin de limiter l'exposition aux incidents d'un réseau encore jeune. Enfin, il y a ceux qui interrogent le sens politique du changement. Citoyens, engagés et observateurs institutionnels voient dans cette capacité à déplacer la valeur sans détour extérieur une forme de souveraineté mesurable. Ici, la technique devient un langage du pouvoir sans slogan, une méthode utile. Distinguer la promesse du mécanisme, puis regarder ce que le mécanisme rend possible dans la routine réelle. Ainsi, l'enjeu n'est pas seulement de comprendre un outil, mais de comprendre ce qu'il modifie dans les comportements. La transition décrite par la source ne peut se maintenir sans une méthode explicite. Passer d'une performance technique à une stabilité durable implique une séquence d'actions coordonnées, où chaque étape répond à une vulnérabilité précise.
La logique n'est pas celle d'un grand soir, mais d'une discipline opérationnelle. D'abord, il faut harmoniser l'institutionnel dès le court terme. Les banques centrales alignent leurs protocoles de règlement et de compensation, réduisent les écarts opérationnels et définissent des standards communs. Le progrès se mesure par la constance des confirmations et la baisse des incidents sur les corridors actifs. Ensuite, il faut renforcer la résilience technique du court au moyen terme. Les autorités nationales sécurisent réseaux électriques et connectivité et établissent des plans de continuité pour les incidents locaux. Le critère est clair, la capacité du système à fonctionner malgré des perturbations ponctuelles, sans interruption prolongée. Puis, il faut déployer une adoption progressive côté entreprise sur le moyen terme. Les acteurs privés intègrent les règlements locaux dans leurs routines financières, en commençant par les corridors les plus stables, puis en élargissant l'usage. La réussite se lie dans l'augmentation régulière des volumes réellement transférés, sans volatilité excessive. Enfin, il faut stabiliser le cadre public et la lecture politique sur le moyen terme. Les gouvernements clarifient leur position. Réduire la dépendance, non opposer des blocs. La cohérence des messages, la continuité des engagements et l'absence de surenchère rhétorique deviennent des indicateurs aussi importants que la technique elle-même. Dans cette dernière étape, des figures comme Ibrahim Traoré jouent un rôle symbolique de stabilisation. Relier l'infrastructure à une vision de long terme sans promettre plus que ce que les performances démontrent. Chaque étape consolide la précédente. Ensemble, elles transforment une avancée mesurable en socle durable, capable de résister au temps et aux pressions extérieures. Dans les couloirs techniques évoqués plus tôt, l'écran continue d'afficher des confirmations rapides, presque banales. À Abuja, le responsable de passerelle ne voit pas une révolution. Il voit une suite de validations qui tiennent. C'est précisément cette banalité qui change tout. Une attente effacée, une marge préservée, une décision rendue plus simple parce que le temps n'aspire plus la trésorerie. Le basculement n'a pas pris la forme d'un geste spectaculaire, il a pris la forme d'une habitude qui se répète. Le motif revient alors avec une netteté particulière. Une infrastructure agit d'abord dans les marges avant de redessiner le centre. Les coopératives qui constataient un simple gain de temps perçoivent en une stabilité nouvelle. Les opérateurs qui surveillaient des tests observent des flux réguliers. La confiance ne s'impose pas par décret, elle s'accumule par usage. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette trajectoire donne un sens concret à la souveraineté. Elle ne se proclame pas, elle se prouve, transaction après transaction, sans fanfare. Quand l'argent circule autrement, l'imaginaire collectif se déplace aussi. La souveraineté commence dans les gestes ordinaires. À ce stade, la transformation décrite par la source dépasse une réforme technique. Elle touche à la manière dont une société se projette, dont elle interprète la valeur, le temps et la dépendance. Un réseau de paiement n'est jamais neutre. Il traduit une vision implicite de ce qui compte et de qui décide. C'est pourquoi suivre cette évolution ne concerne pas seulement les spécialistes. Cela concerne tous ceux qui veulent comprendre comment un continent peut déplacer, même légèrement, les règles du jeu établies, sans confrontation frontale, mais par un mécanisme qui fonctionne. Observer les usages, les ajustements et les résistances permet de dépasser les récits simplificateurs. La réalité se lit dans les détails répétés, pas dans les proclamations. Pour des figures publiques comme Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de convaincre par des discours, mais de s'inscrire dans une dynamique déjà engagée et de s'y tenir avec constance. Si vous souhaitez prolonger la réflexion, un geste simple suffit. Suivre les indicateurs concrets plutôt que les annonces et écouter ce que la routine révèle. Alors,
Comment interpréter ce tournant? S'agit-il d'un rééquilibrage durable en construction ou d'une phase encore fragile appelée à être redéfinie?